Ouais, c'est bon, ça marche. Salut, je sais pas si... je vais vérifier, c'est la première fois que je fais un live, donc je vais vérifier s'il y a du monde déjà qui me suit. Ah bah c'est... Ok, salut Martin. Euh, du coup, attends, je vais vérifier, je commence tout juste à découvrir ça, donc cet outil, donc désolé hein, si je suis pour le début, je suis pas totalement à l'aise, parce que c'est le premier live que je fais, donc hop. Alors, donc, salut Solène, salut. J'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde qui nous rejoigne, on va voir s'il y a pas mal de monde ou pas. Euh, Salut Nakju. Dupen. Ah, pardon. Dupen déjà envoyé. Space Video. C'est bon, comme tout ça, c'est le premier live que je fais sur Instagram. Salut Go. Non, 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 non. Non, Non, c'est pas ça. Ah mince, c'est pas ce truc-là. Ok. Bon voilà, j'ai fait déjà une première erreur. C'est pas ce truc-là. Ok. Alors apparemment il y a une fonction. Ok, question. Une fonction chat. D'accord, ok. Coucou Simon et Béa. Ok, c'est. Ah oui, d'accord, c'était une erreur de. Ok, c'est nul. Fausse manip, ok, ça marche. Pas de problème. Euh, Du coup, bah, on va peut-être commencer dans, je pense, on se dit une minute ou deux, le temps qu'il y ait des gens qui nous rejoignent, des personnes qui nous rejoignent. Oui, la panique. Ah là là, c'est ouais, ça va être drôle. Je pense au début. Ouais, on va faire au mieux. Euh, je pense que de toute façon, j'ai à peu près au niveau des lives Instagram, je crois qu'il y a apparemment il y a une fonction question, mais je sais pas si c'est. Il y a le chat apparemment. Il y a quoi d'autre aussi? Invité à rejoindre, d'accord. Ok, je découvre en même temps. Non, mais franchement, on a tout là. Donc, il y a encore d'autres personnes qui nous rejoignent, donc je vais attendre un petit peu pour commencer. Bah, en attendant, je vais vous faire un petit tour du local donc sur ma ferme, donc du local d'accueil qui sert aussi pour l'assaut Père un Papin. Alors, je vais tourner le. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc là, c'est le tunnel qui nous sert à accueillir du coup les activités aussi de l'assaut. En même temps qu'il sert aussi pour l'accueil donc, bah, des activités de la ferme et puis des bouffeurs, bouffeuses et des stagiaires sur la ferme. Donc là, c'est la première partie du local. Ça, c'est l'entrée. Donc là, il y a bureau désertion de l'emploi. Là, il y a toute l'info-kiosque. Donc en prix libre, en soutien aux luttes locales. Voilà, avec différents thèmes. Voilà. Et le petit poêle qui a eu du mal à nous réchauffer hier, c'était très très dur hier soir. Malgré le poêle. Là, il a bien gelé, il fait encore bien froid, même là en ce moment-là. Et là, c'est la bibliothèque de l'assaut. Donc pour ça, il y a ceux tout le monde a rejoint de toute façon là. Mais s'il y en a d'autres qui nous ont rejoints, je sais pas du tout. Je suis en train de faire un petit tour du local en tant qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent pour commencer le live. Donc voilà, là, c'est la bibliothèque de l'association Parapapa, où il y a différents thèmes du coup de bouquins disponibles à l'emprunt. Donc c'est l'adhésion à l'assaut, elle est à prix libre et conscient, et l'abonnement à la bibliothèque aussi elle est à prix libre et conscient. Donc voilà, sur différents thèmes, là il y a l'agroforesterie, il y a sur l'anarchisme, sur les questions de genre, ici, écologie politique, voilà, différents thèmes, jardinage, l'anthropologie, la biodiversité. Voilà. Et peut-être bah, à la fin du live, je reviendrai par ici pour vous montrer quelques bouquins sur la biodiversité et les friches, justement, qui peuvent être intéressants. Ce que je propose, c'est de commencer du coup là, et je vais en mettre en mode, voilà, comme ça. Et du coup, ce que je propose, c'est que je commence par une petite présentation en fait des friches. On va aller direct dehors sur une friche de la ferme. Ça sera l'occasion de voir en vrai, enfin en réel, à quoi ça ressemble. Donc, du coup, l'idée, en fait, c'est vraiment de vous expliquer sur la question sur ce thème-là qui est vraiment central dans plein de questions au niveau, c'est au cœur de plein de réflexions sur l'aménagement du territoire, sur notre manière aussi de voir le vivant, notre rapport à la nature, sur plein de questions aussi assez, bah, on peut dire aussi sur au niveau anthropologique, sur justement voir notre rapport occidental
justement par rapport au vivant, par rapport au fait qu'on a souvent tendance à vouloir le gérer, le dominer, l'exploiter. Et en fait, la friche, c'est vraiment un espace qui, pour moi, est assez intéressant parce qu'il symbolise justement vraiment ce qui fait peur et ce qui énerve et ce qui a tendance à vouloir justement éliminer. C'est par rapport à pas mal d'acteurs du territoire. C'est un peu le symbole justement de ce qui est à l'abandon, ce qui n'est pas géré, ce qui n'est pas maîtrisable. Et c'est vraiment pour moi quelque chose de révélateur d'un rapport au vivant qu'on doit absolument plus vite changer. Donc là, je vous emmène du coup sur une des friches de la ferme. Donc en fait, je peux vous expliquer un petit peu une friche pour résumer très rapidement. C'est en fait considéré comme un espace laissé à l'abandon. Donc ça peut être une friche industrielle, comme ça peut être aussi une terre agricole. Donc attendez, je vous montre en même temps la friche, en même temps que je parle. Voilà. Donc ça peut être considéré, voilà, ça plusieurs zones en fait peuvent être considérées comme des friches. Mais là, on va plutôt s'attarder sur les friches en fait, on va dire agricoles. C'est-à-dire c'est un terrain laissé à l'abandon et en fait, où la nature reprend ses droits en fait, qui n'est plus du coup labouré ou pâturé ou fauché. Et aussi aux friches urbaines, qui sont assez intéressantes aussi. J'en parlerai tout à l'heure. Mais du coup, voilà, là, je vous montre un petit peu. C'est en fait un terrain qui était avant un vrai verger. Il y avait quelques arbres fruitiers. Et il a à peu près 15 ans d'abandon. Donc ça va faire 15 ans, il n'a pas du tout été géré, pas du tout été broyé, fauché. Et en fait, c'est en train de devenir, donc ce qu'on voit bien là, ici, là, une petite forêt en fait. Donc vraiment une mini forêt en devenir. Donc au début, c'est passé par le stade ronces, broussailles, aubépines, pruneliers, voilà, il y avait vraiment ce stade-là. Et là, on commence à apercevoir en fait dans la forêt en devenir, du coup, de plus en plus de chênes, de frênes. On ne les voit pas trop sur la vidéo, c'est difficile à deviner, puis en plus, ça a perdu ses feuilles. Mais voilà, c'est vraiment en fait la friche qu'il faut bien imaginer. C'est pour beaucoup de gens, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, la friche, c'est un espace abandonné, qui est fermé, qui est sombre, qui ne sert plus à rien, qui n'est plus utile. C'est aussi une notion d'utilité derrière. Qui du coup doit être absolument réaménagé, qui doit être regéré par l'homme, parce qu'il a perdu des fonctions utilitaires. Et tout le monde imagine du coup quelque chose où il n'y a plus rien, il n'y a plus même de vivant, il n'y a plus de voilà, qu'il n'y a plus de fonction en fait. Alors qu'en fait, c'est un espace très vivant, qui est un refuge très très important aujourd'hui pour la biodiversité, qui est devenu en fait un des seuls lieux aujourd'hui sauvages en fait préservés de toute influence humaine, enfin de toute influence entre guillemets, parce que bien sûr le réchauffement climatique, les pesticides, etc., ça a quand même des impacts au-delà des zones, enfin ça a des impacts dans ces zones-là aussi, mais je veux dire en tout cas de toute influence humaine, type exploitation du bois, chasse plus ou moins, mais quand même pas mal. Vous voyez, une zone comme celle-ci, pour chasser, ça va être compliqué. Pêche, aussi dans des zones assez opaques, en bord de fleuves et rivières, c'est compliqué de pêcher. Voilà, donc c'est des zones qui sont souvent justement méprisées aussi par pas mal d'acteurs du territoire parce qu'elles empêchent un peu une activité, quoi. Quelque chose qui va être utile pour plusieurs raisons à plusieurs acteurs du territoire. Donc c'est une zone souvent méprisée et qui sert d'argumentaire aussi de plus en plus pour des aménageurs pour dire qu'il faut du coup reconquérir ces espaces, qu'il faut les réouvrir, qu'il faut en faire quelque chose, que c'est le symptôme de notre société qui abandonne des territoires ruraux et qui du coup faut réinstaller soit en montagne des troupeaux de moutons, soit par exemple dans notre métropole installer des jeunes paysans paysannes, donc défricher pour ramener de la vie, ramener de l'acteur humain là-dedans. Et c'est une vision qui est très dangereuse. Enfin, je vais me remettre en mode où je vous parle. C'est une vision qui est assez problématique parce que du coup, en fait, par exemple, pour prendre l'exemple de notre métropole, on peut en parler de notre métropole, c'est que les friches qui entourent notre métropole, donc c'était en fait à l'origine lié à la spéculation sur les terres. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, les propriétaires en fait n'ont plus reloué à des paysans qui partaient à la retraite. Au lieu de renouveler avec un bail pour un jeune agriculteur, le bail a cessé et du coup, ils ont laissé les terres à l'abandon. Parce qu'ils s'attendaient à ce que plus tard, potentiellement, ça puisse passer en terre urbanisable pour pouvoir après faire de la spéculation. Hein, et voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce sont devenus du coup des jeunes bois, des jeunes endroits, une bande boisée assez importante à plusieurs endroits autour de Nantes, enfin, même des forêts en devenir.
qui aujourd'hui du coup sont visées par Métropole pour en faire des zones en fait d'autonomie alimentaire au niveau de la ville. Alors du coup c'est bien présenté, hein, c'est beau sur le papier, on se dit bah c'est important, c'est un enjeu aujourd'hui actuellement très important de retrouver l'autonomie alimentaire autour de nos villes et de relocaliser l'alimentation, les circuits courts. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça sert au discours, en fait, c'est une sorte de greenwashing, enfin, c'est une sorte de, ouais, c'est une hypocrisie derrière. C'est qu'en fait, Nantes Métropole se sert de ça, de mettre en avant le fait qu'il reconquiert les friches pour installer du coup des jeunes et reconquérir l'autonomie alimentaire de la métropole, tout en continuant à bétonner en fait des terres agricoles maraîchères. En fait, par exemple, au Goar, actuellement, la ZAC du Goar, des Goar, du coup, il y a à peu près 50 hectares de terres agricoles et de zones en friche, donc il y a des anciennes terres agricoles qui sont menacées de destruction d'ici peu pour construire un écoquartier, entre guillemets. Voilà, un écoquartier qui en fait n'aura rien à un écoquartier et en prétextant aussi qu'ils vont installer des jeunes paysans paysannes dans l'écoquartier, voilà, en micro-ferme. Mais du coup, ils vont détruire, bétonner en fait des terres agricoles maraîchères et ils continuent à détruire partout, hein, pas qu'au Goar. Donc en fait, ils vont d'un côté défricher des zones qui auraient pu devenir des futures en fait bandes boisées, qui auraient pu servir à du coup à tamponner les effets du réchauffement climatique autour de la métropole, qui auraient pu permettre d'avoir des refuges pour la biodiversité autour de la métropole, qui aurait permis aussi du coup d'avoir des zones en fait tampons aussi au niveau des inondations, parce qu'on sait que les zones boisées, les zones en friche, donc les zones boisées, ce sont en fait des tampons hyper importants de régulation des inondations, parce que les sols sont préservés, les sols sont riches en humus, sont bien structurés, permettent de bien retenir l'eau, et aussi sont des sols aussi du coup qui vont aussi être enfin qui vont être importants aussi pour et aussi les arbres et arbustes pour aussi fixer des polluants. Notamment par exemple sur les répisylves. Donc les répisylves, c'est les végétations de bord de cours d'eau, de bord de mare, c'est toutes les végétations qui sont liées aux zones humides. Et on peut avoir aussi des friches du coup au bord des cours d'eau, des zones de végétation spontanée hein, qui se mettent à repousser quand c'est plus entretenu. Et toutes ces zones-là en fait permettent d'avoir des rôles écologiques primordiaux aujourd'hui. Et donc notre métropole est en train de se priver en faisant la guerre aux friches en fait. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, ils ont réussi le pari, c'est que pour beaucoup de gens aujourd'hui, du coup, notre métropole mène une politique volontariste au niveau de l'autonomie alimentaire et sont soutenus par pas mal d'organisations paysannes, dont la Confédération paysanne, le GAP 44 et autres, qui vont accompagner cette guerre aux friches. Donc c'est quelque chose d'assez problématique parce que mais ça accompagne aussi l'imaginaire paysan aussi, l'imaginaire de pas mal de naturalistes aussi, où on imagine, comme je disais tout à l'heure, que des friches, c'est quelque chose qui n'est pas utile, qui n'a pas d'intérêt même au niveau aussi de la biodiversité, qui n'a pas d'intérêt au niveau de la fonction utilitaire. Encore une fois, on en revient encore à cet imaginaire anthropocentré où tout doit servir à l'homme. Même là, le fait que je suis obligé de vous présenter des fonctions écologiques de la friche, déjà normalement on ne devrait même pas avoir à le faire, parce que en fait, la friche, c'est tout simplement en fait la nature en libre évolution. Et on a besoin en fait d'espace, simplement intrinsèquement. Enfin, le vivant a besoin d'espace tel quel. On n'a pas besoin de les justifier en fait, même par des fonctions écologiques, même si on en plein. On devrait ne pas avoir à les justifier. Quoi. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut bien avoir en lien que, désolé pour le bruit de l'avion, il faut bien avoir en lien que du coup, actuellement, le monde paysan, par exemple dans les montagnes, fait aussi la guerre à la friche en lien avec les parcs naturels régionaux. Il faut savoir que les parcs naturels régionaux en France ne protègent en rien le vivant, hein, la nature. Hein, les législations, elle est ridicule là-dessus. La France est composée majoritairement de parcs naturels régionaux. Parcs naturels nationaux, on en a quelques-uns. Et là, il y a des réelles protections, bien plus en tout cas que dans les parcs naturels régionaux. Puisque dans les parcs naturels régionaux, on peut cultiver de manière intensive comme avant, on peut mettre autant de pesticides qu'on veut, on peut exploiter le bois de manière intensive aussi, faire des coupes à blanc, on peut pêcher aussi comme on veut, on peut faire de la chasse comme on veut. Enfin, il y a réellement aucune protection quasiment du vivant dans ces parcs naturels régionaux. Et derrière, ce qui se passe, c'est que par contre, ils vont engager des politiques volontaristes qui vont dépenser des millions d'euros en lien avec le monde paysan pour défricher, c'est-à-dire réouvrir les milieux qui s'appellent fermés. Les milieux fermés, c'est pour eux la friche, le bois, les forêts, etc. En fait, ils font une guerre aux vivants pour se disons préserver du vivant, c'est-à-dire le vivant qui les intéresse, le vivant des milieux ouverts. Et puis aussi ça permet de justifier du coup du fait que l'activité humaine reprend ses droits dans des zones délaissées, abandonnées
que du coup, en montagne, on avait une désertification du monde paysan, une désertification des montagnes, et que du coup, enfin, on va ramener de la vie, on va revitaliser les campagnes. Donc c'est un discours assez limite, je trouve. Euh, En tout cas, ça pose des sérieuses questions sur la manière dont on voit en fait la nature, dont on a notre rapport aux écosystèmes. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas non plus dans une volonté de se réintégrer dans les écosystèmes. On pourrait se dire, oui, mais il ne faut pas séparer l'homme de la nature, faut pas séparer l'espèce humaine du vivant, on fait partie du vivant. Ok, d'accord, mais le problème, c'est que on est dans la manière dont la plupart des acteurs pensent la nature aujourd'hui, en tout cas au niveau du monde occidental, ils la pensent de manière extérieure, exogène en fait au monde humain. C'est-à-dire qu'on serait supérieur en fait au vivant, on saurait comment gérer les choses, on est ça, voilà, on sait et il y a des espèces qui sont utiles, des espèces nuisibles, il y a du vivant qu'on veut, du vivant qu'on veut pas. Voilà, il y a vraiment un rapport au vivant et à la nature qui ne permet pas pour moi de penser le fait qu'on peut se réintégrer, se réinsérer dans les écosystèmes. C'est vraiment la limite qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Et c'est pour ça que par contre, je suis très critique des politiques de protection de réserve intégrale, donc de politique de libre évolution qu'il peut y avoir dans certains pays du Sud, où on va par contre, là, pour le coup, expulser des peuples autochtones pour du coup dire qu'on va préserver le vivant. Alors que c'était des populations autochtones qui vivaient depuis des milliers d'années en lien étroit avec le vivant, avec une philosophie complètement inverse de la nôtre, où les écosystèmes fonctionnaient très bien en fait en lien avec ces peuples-là. Donc il faut faire par contre aussi attention à ça, à cette politique de protection intégrale du vivant. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être très dangereux et colonialiste et qui peut être violent aussi. Donc c'est pour moi à différencier en fonction des endroits dans lesquels on se situe. Et pour moi, en tout cas en France, selon moi, on a par contre un réel besoin et une réelle urgence à protéger, à créer des espaces en fait de libre évolution, des espaces importants, des zones très fortes en fait de libre évolution. Parce que on n'a pas aujourd'hui, je pense en tout cas l'intelligence, je sais pas, la sensibilité et la culture, ou en tout cas pour beaucoup d'acteurs du territoire, pour savoir en fait évoluer en bonne intelligence et de manière non extractiviste, qui ne sont dans des rapports qui ne sont pas dans l'exploitation de la domination par rapport au vivant. Et on le voit bien que la politique sur les friches, ça symbolise bien pour moi ça justement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de penser des politiques d'intégration dans les friches. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer des manières de cohabiter en fait, enfin de coexister en fait avec le vivant, avec la vie sauvage, et d'ouvrir des clairières où on pourrait cultiver à l'intérieur de friches, où on pourrait, enfin voilà, mais il n'y a même pas ça qui est pensé. C'est quand on pense des espaces en friche, on pense tout de suite défrichement, on va tout de suite penser réouverture totale du milieu, réinsérer l'activité humaine et enfin qu'il y ait une zone utile quoi, au plus vite. Et sans penser du tout la coexistence avec le monde sauvage. Voilà, c'est quelque chose qui est assez problématique. Donc voilà. Mais en tout cas, là je parle beaucoup et je voulais voir si vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu aborder là vite fait déjà rapidement, même s'il y a encore d'autres choses à dire, mais du coup, si déjà il y avait des questions, alors je sais pas comment ça fonctionne par contre sur le live, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, ajoutez vos commentaires, voilà, vos réflexions, vos interrogations sur les friches, sur notre rapport au vivant, sur les politiques actuelles du territoire. Bon, en attendant qu'il y a des questions, en tout cas, je voulais faire un petit mot aussi sur... donc, oui, je suis en train de parcourir la bande boisée, je ne vous ai pas dit en fait depuis tout à l'heure. C'est une bande, c'est une ripisylve en fait qui est en bas de la ferme, et qui est magnifique, je vais vous la montrer après. Du coup, donc, pour dire, en fait, j'ai eu souvent des échanges avec des naturalistes qui sont venus sur la ferme, sur cette question aussi des milieux ouverts, des milieux fermés, donc la question aussi des friches, de l'enfrichement des paysages, qui me posait pas mal de questions. Dans le fait, en fait, que les naturalistes ont souvent un petit problème au niveau du vivant, c'est qu'ils ont tendance à le voir un peu comme des Pokémon à collectionner, avec des espèces phares, des espèces vraiment voilà, ou des taxons, vraiment on va être, il y en a qui vont être à fond sur les chiroptères, il y en a qui vont être à fond sur les orchidées, et du coup qui vont vraiment s'atteler et avoir ce prisme, ce regard où il faut absolument que ces espèces, du coup, ces taxons
puisse être préservé le plus possible, et en ayant un regard, une lecture sur l'écologie du paysage qui va être vraiment centré sur ces espèces-là. Quelles conditions, quel milieu elles ont besoin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le milieu persiste. Et voilà, c'est vraiment très problématique parce que ça a une vision très très étroite du vivant, avec aussi une vision qui n'est pas du tout à une échelle spatio-temporelle large. Mais attends, je vais répondre avant de continuer avec la réponse de Solène. Peut-être que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, parler de ton parcours, ce que tu fais, ta vision globale. Oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai que j'ai pas présenté. Ouais, je ne me suis pas présenté, oui, t'as bien fait, Solène, merci. Pour le prochain live, je penserai à commencer par ça d'ailleurs, oui, c'est vrai. Oui, du coup, moi, je suis Johan. Ça fait plus de 10 ans que je suis maraîcher bio, principalement. J'ai aussi fait une formation de technicien en agroforesterie. Et, euh, et du coup, je suis passionné par plein de sujets autour du vivant, donc assez autodidacte aussi là-dessus, sur les questions d'agronomie, d'écologie scientifique, biologie végétale, voilà, climatologie, etc., etc. Et du coup, j'en fais tous ces sujets-là qui me passionnent et qui pour moi sont centraux, vitaux pour notre avenir commun, donc l'avenir du vivant et notre avenir, enfin, on est intrinsèquement liés. Du coup, ça fait à peu près 7-8 ans que je fais des formations pédagogiques à prix libre sur ma ferme, sur ces sujets-là, notamment sur 2 thèmes principaux, l'initiation au jardinage naturel et l'initiation à l'agroforesterie. Donc voilà, du coup, l'idée avec les lives là, que je viens de commencer, c'est aussi de pouvoir parler de thèmes qui me tiennent à cœur de manière plus détaillée dont je parle dans les formations pédagogiques, mais du coup qui seraient plus des thèmes un peu plus précis. Voilà, un petit peu. Et je vais dire quoi d'autre? Bah aussi, je suis pas mal engagé dans les luttes du territoire. J'ai été actif notamment de 2008 à 2012 sur l'aéroport de VTL. Et puis après, contre le surf park, le projet de bassin de vagues artificielles pour faire du surf à Saint-Pé-en-Retz, à 7 km de la ferme. Et puis aussi après contre le projet de centre industriel de zone industrielle du Carnet. Du coup, qui c'est normalement là, donc le surf park on a gagné. Et le projet de zone industrielle du Carnet, normalement on aurait peut-être a priori gagné. Mais voilà. Donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur. C'est aussi pour moi une vision aussi par rapport justement, si je parle aussi des friches et des zones en libre évolution, des zones sauvages. Par exemple, au Carnet, c'était une question justement qui a été centrale sur notre engagement et sur pourquoi aussi il y a des personnes qui ne nous ont pas rejoints ou des actions environnementales qui n'ont pas, qui nous ont pas soutenus et qui n'ont pas voulu rejoindre la lutte. C'est que, en tout cas, c'était l'argument qui déployait beaucoup. C'était que pour elles, cette zone de l'industrie du Carnet, donc en bord de Loire, était une zone en friche qui n'avait pas d'intérêt floristique, faunistique, qui était en train de se refermer. Il n'y avait pas de gestion de l'espace naturel. Et donc, du coup, comme il n'y avait pas de gestion de l'espace naturel, il fallait en faire une politique de gestion, il fallait un plan de gestion. On ne pouvait pas laisser tomber ça. Et le Grand Port, si on ne rentrait pas dans le projet, dans l'accompagnement du projet industriel du Carnet, le Grand Port maritime de Saint-Nazaire allait faire une politique de gestion qui allait pas aller dans le sens du vivant. Donc, il fallait rejoindre ce truc-là. Et du coup, ils ne nous rejoignaient pas dans la lutte. En tout cas, c'était leur argument, parce qu'ils disaient que justement, cette zone, pour l'instant, telle qu'elle était, c'était une zone qui était en friche, qui était pas intéressante du point de vue de son évolution et de sa gestion, et que du coup, elle n'avait pas vraiment d'intérêt à être défendue, quoi. Donc déjà, on voit bien le gros problème dans les actions environnementales, de leur vision du vivant, de leur vision des espaces naturels, qui pose quand même un gros souci. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour eux des milieux particuliers qui sont intéressants à défendre, d'autres milieux qui ne sont pas du tout intéressants, qui n'ont aucun intérêt. Donc ça pose quand même des grosses questions sur leur protection, enfin leur rôle de protection de l'environnement, comme elles le disent. Donc c'est en tout cas l'environnement qui leur convient, et aussi avec des politiques aussi il faut le dire aussi, de gestion qui sont très affiliées aussi aux subventions, qui sont très affiliées aux liens étroits avec des acteurs du territoire institutionnel. Donc du coup, il ne faut pas non plus trop déranger, il faut accompagner plus qu'attaquer des politiques de gestion. Mais voilà, en tout cas, c'est très important de voir ça en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions, parce que l'idée c'est pas de faire non plus une conférence sur les friches, même si bien sûr il y a de quoi dire sur ce sujet-là, mais
n'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur c'est quoi, enfin, si vous avez d'ailleurs toujours pas, enfin, saisi complètement ce que c'est une friche, n'hésitez pas, c'est pas, c'est normal. C'est comment une friche évolue, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme espèce, quels sont les rôles importants de la friche, etc., etc. Et puis même les politiques de territoire, comment on peut aussi protéger les friches, enfin, quels acteurs aujourd'hui protègent ces zones-là, etc., etc. Enfin, il y a de quoi en dire sur ce thème et notre rapport au vivant aussi à travers les friches. Alors Solène, du coup, pourtant le développement de la trame verte entre autres via les friches est primordial. Oui, clairement oui. Oui, c'est vraiment très très important. Alors la trame verte, pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, c'est comme on parle aussi maintenant aussi de la trame noire pour le fait on sait qu'on a besoin aujourd'hui de zones qui ne sont pas éclairées, parce qu'il y a énormément d'espèces en fait qui soit fuient ces espaces éclairés par l'homme, soit sont complètement perturbés, n'arrivent pas à se reproduire, ou finissent par mourir parce qu'ils sont attirés par la lumière, etc. C'est des trames en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une idée qui a besoin dans la nature, on le sait. Au niveau du vivant, dans l'écologie scientifique, on sait qu'il y a besoin de corridors écologiques, c'est-à-dire de voies de passage pour les espèces, donc végétales et animales, entre leur zone, en fait, leur niche écologique. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle aussi à plus large échelle des réservoirs de biodiversité. Par exemple, d'une forêt à une autre, si vous n'avez pas de haies, si vous n'avez pas des petits boisements qui permettent, en fait, dans un lieu, par exemple, imaginons pour une forêt mature avec pas mal d'arbres morts, des arbres anciens, et vous pouvez trouver des coléoptères qui sont affiliés à ce bois mort, ou, voilà, ou à des arbres assez anciens. Il faut savoir que si vous voulez que cette espèce perdure, c'est-à-dire que la population de cette espèce-là perdure, il faut une possibilité pour cette espèce de passer d'un réservoir de biodiversité à un autre. C'est comme imaginer si vous vouliez traverser les déserts du Sahara, pour elle ça va être la même chose si vous avez 100 km, enfin même pas 100 km, 10 km de zone autour de cette bande boisée, enfin cette forêt, sans aucune haie, en fait, sans aucune voie de passage en fait, pour ces espèces, pour petit à petit en fait passer d'un réservoir de biodiversité à un autre. C'est très important ces corridors parce que si la population elle est cantonnée, elle ne peut plus bouger d'un endroit à l'autre, d'un réservoir de biodiversité à un autre, vous avez un isolement génétique, donc vous avez un risque que la population s'éteigne, du coup, parce qu'elle n'arrive pas, elle peut pas évoluer par les aléas génétiques, les mutations génétiques du coup, les croisements génétiques face à l'arrivée de nouvelles maladies, nouveaux parasites, etc. etc. Et vous avez aussi le problème du réchauffement. Imaginons que en ce moment, on voit bien que le réchauffement climatique, c'est le problème aussi du climat qui change. Donc la population en question ne trouve plus les conditions qu'il lui faut pour habiter cet endroit-là, donc il faut qu'elle bouge. Mais si elle ne peut pas le faire, elle va finir par s'éteindre, parce qu'elle ne pourra plus résister aux nouvelles conditions climatiques. Enfin, voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en fait, c'est très important d'avoir des corridors écologiques. La trame verte, donc c'est ça, en fait, la trame verte, c'est l'application au niveau de la législation. Au niveau européen, il y a des obligations normalement au niveau européen et du coup qui en découlent après au niveau des échelons plus locaux, d'avoir des trames vertes, de constituer des trames vertes. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de politique volontariste réelle pour ces questions-là. On va avoir même des incohérences assez fortes. Par exemple, là, pour vous parler d'un exemple concret, sur ma ferme, je vais vous montrer on va mieux le voir direct là, si je vous montre en mode inversé. Hop. Voilà, donc là, vous avez la zone humide du Bas. Donc là, je suis dans la bande boisée. La répisylve, du coup, c'est une vieille répisylve. Hein. Il y a des espèces qui ont plusieurs centaines d'années. Je vous montrerai après, si vous voulez, les espèces en question. Mais du coup, donc en bas de cette bande boisée, de ces répisylves, donc vous avez une autre répisylve en face, on ne voit pas trop sur la vidéo, donc qui en fait est au bord d'une rivière. Donc c'est des aulnes glutineux qu'on trouve au bord de la rivière, là-bas en bas. Et en fait, j'ai reçu une lettre de la préfecture il y a 4 ans de ça, me demandant d'entretenir du coup le ruisseau, en me disant qu'il y avait du bois mort qui commençait à être dans le ruisseau, que les arbres commençaient à tomber dedans, etc. Et qu'il fallait l'entretenir, qu'il fallait couper le bois et l'enlever, quoi. Et du coup, je lui ai envoyé une lettre argumentaire montrant que, en fait, c'est montré que l'écologie des rivières, l'écologie naturelle des rivières, des fleuves, c'est la présence abondante d'arbres et d'arbustes sur leur pourtour et aussi présence abondante de bois mort. À l'origine, normalement, il y avait beaucoup de bois mort dans les rivières et les fleuves qui se retrouvaient après dans nos plages. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de bois mort sur les plages, mais c'est pas normal, c'est pas naturel. En fait, autrefois, vous aviez des plages, on peut le trouver encore au Canada ou en Sibérie, sur les plages Canada et Sibérie, où vous avez
voilà, sur des kilomètres et des kilomètres, énormément d'arbres morts en fait, jonchés sur les plages, transportés en fait par les fleuves et les rivières. Aujourd'hui, on n'a plus ça dans nos contrées. Donc voilà. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une politique de gestion en France liée à la présence ancestrale des moulins, des barrages, de pas mal d'ouvrages hydrauliques en fait, qui faisaient qu'il y avait obligation d'entretenir les ruisseaux et les fleuves pour pas qu'il y ait du bois, du coup, qui après gêne les moulins, les barrages, enfin, fasse des dégâts ou gêne ça. Donc, ce préfet-là, enfin, la préfecture m'a envoyé une lettre pour en lien avec cette politique-là. Et en même temps, du coup, on nous dit qu'il faut préserver de plus en plus les ripisylves, qu'il faut avoir des trames vertes de qualité le long des fleuves et des rivières, donc des friches en fait aussi, on peut laisser évoluer en friche, pas besoin de planter, hein. Ça devient naturellement, les zones et les saules, hein. C'est voilà, c'est de la friche, hein. Mais en même temps, on nous demande de entretenir ces bords de cours d'eau et enfin ces bords de rivières, quoi. C'est complètement incohérent. Et en même temps aussi, oui, ce qui me fait assez rire, c'est que le bois mort fait des barrages, hein, au niveau des rivières et des fleuves. On provoque au niveau des fleuves des îlots au bout d'un moment. Et au niveau des rivières, ça détourne le lit d'une rivière aussi, comme pour un fleuve aussi, au bout de pas mal de temps par contre. Ce qui se passe, c'est que ça fait des barrages au début. Donc là, j'en ai plusieurs là sur la ferme, des barrages qui vont s'inscrire dans la rivière par le bois mort qui est tombé dedans. Et ça finit par changer le lit de la rivière. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, ils demandent de nettoyer ça, d'enlever ça. Mais par contre, ils vont faire une politique de protection du castor qui est en train de revenir. Et c'est une super nouvelle dans nos contrées. Donc là, dans le 44, il est présent de plus en plus, le castor. Sauf que derrière, ils vont pas toucher au barrage des castors. Enfin, au contraire, ils vont inciter à la protection des barrages des castors. Donc il n'y a aucune cohérence en fait dans les politiques de gestion. C'est-à-dire qu'on a une sorte de schizophrénie, ce serait même pas le dire vraiment, parce qu'en fait, c'est pas une schizophrénie, puisqu'en fait, leur réelle volonté, c'est de dominer et d'exploiter le plus possible le vivant. Mais disons qu'il y a des législations qui se montrent de plus en plus quand même pour protéger le vivant, mais en fait, c'est en contradiction totale avec leur réelle manière de voir le territoire et leur réelle manière en fait de vouloir gérer le territoire. Donc en fait, on arrive à des incohérences totales dans la gestion, donc notamment sur les friches, où on sait qu'on a des injonctions aujourd'hui, enfin très importantes à du coup avoir des zones en libre évolution par rapport à l'extinction du vivant. En fait, il y a une surexploitation par le chasse, par la pêche, par l'exploitation intensive des forêts, etc., par l'exploitation intensive des champs. On sait que le vivant est menacé avec les pesticides, etc. Enfin, il y a tellement de raisons. On sait que du coup, on a besoin de zones de réserve intégrale, de zones en fait en libre évolution, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'exploitation, aucune exploitation du vivant dans ces zones-là. C'est des refuges pour la biodiversité, pour la vie sauvage. C'est des zones de havre, de tranquillité, de calme. Et en même temps, on est de plus en plus en train de faire la guerre à ces friches-là, de plus en plus, dans les politiques de gestion du territoire. On va être dans une vraie politique de chasse aux friches en ce moment. En France, on est vraiment là-dessus. Vous pouvez regarder, à mon avis, même dans votre commune, hein, vous allez voir dans vos documents d'urbanisme mentionner les friches, en mode il faut reconquérir les friches, ou il faut, voilà, enfin, en tout cas, notre métropole est à fond là-dessus, et d'autres métropoles aussi le sont. Alors qu'on sait qu'on a besoin de ces zones-là pour plusieurs raisons, et c'est aussi par rapport au fait que simplement c'est aussi des zones en fait qui vont devenir des forêts matures, des forêts en fait qui seront proches de ce qu'on appelle des forêts primaires. On n'aura pas des forêts primaires, c'est sûr, mais des forêts naturelles, on peut en avoir en France si on les laisse tranquilles. Il faut environ 200 ans en moyenne pour considérer qu'une forêt qui n'a pas du tout été touchée par l'homme se rapproche au niveau des dynamiques écosystémiques, enfin se rapproche en fait au niveau de sa composition, de son écologie, se rapproche des forêts primaires. Et donc il faut du temps quand même. Mais ça, du coup, on a plusieurs espaces qui sont en train de le devenir en France, donc des friches, des zones en fait abandonnées par l'homme, par la déprise agricole, hein, par le fait qu'il y a eu l'exode rural lié au productivisme et lié à la concentration dans les villes des hommes pour l'exploitation du travail par les patrons. mais, mais en tout cas, voilà, il y a eu un vrai exode rural qui a fait que du coup, il y a eu effectivement des centaines de milliers d'hectares en France qui ont été abandonnés, et qui ont évolué naturellement en forêt, en fait, hein, qui sont passés par le stade friche et qui ont évolué en forêt. Sauf qu'aujourd'hui, on a une politique inverse, à un contrario de tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire sur les objectifs liés au rapport de l'IPBES, du GIEC, de préserver les forêts, de préserver les zones de libre évolution. On est en contradiction totale, puisqu'on est en train de refaire la guerre aux friches, aux zones en libre évolution. Donc il y a des acteurs quand même qui protègent
qui protège en fait cette politique, en fait, pas cette politique, désolé, je suis fatigué, cette manière de considérer le vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être utile, qu'il faut juste être émerveillé en soi et juste le voir comme quelque chose d'important. Que ce soit les espèces qu'on n'aime pas ou que des espèces qu'on aime, enfin, sans être dans une sorte de collectionnisme de ce qu'on veut comme espèce ou pas. Toute espèce a son rôle, toute espèce a sa place. Même les espèces dites nuisibles, parasites et autres ont leur place dans le vivant, dans les écosystèmes. Et donc il y a des acteurs qui essayent quand même de défendre cette manière différente de voir le vivant. Moi, je vais me balader en même temps que je vous explique tout ça. Du coup, ces acteurs-là luttent un peu, comment dire, un peu dans le vide, entre guillemets, parce que, par exemple, je vous parlais d'un cas tout simple, le cas du loup, enfin, qui est pour moi lié vachement au thème des friches. C'est une espèce, justement, pareil, qui est incontrôlable, qu'on ne peut pas gérer, qui empiète sur nos activités humaines, parce que là, des fois, manger quelques moutons, ou parce que elle va réveiller en nous un peu plusieurs peurs culturelles liées justement au monde du vivant qui nous échappe, qui peut être potentiellement dangereux, etc. Et un peu comme les friches, hein, un peu comme l'imaginaire lié aux friches de la forêt sombre, dense, impénétrable, qui est menaçante, on ne sait pas ce qu'on pourra découvrir dedans, ce qui pourrait nous attaquer, ce qui pourrait nous faire du mal. Et c'est drôle parce que souvent, en plus, l'imaginaire lié aux friches est souvent lié d'ailleurs aussi à la résistance, enfin, à tous les bandits, les voleurs, les sorcières, enfin, toutes les personnes en fait qui étaient hors civilisation, c'est-à-dire qui échappaient en fait à la maîtrise du territoire, qui échappaient à la volonté d'être dominées. Donc toutes les personnes en fait rebelles ou personnes en tout cas qui voulaient vivre libres, en fait souvent aussi sont liées du coup à la forêt, aux espaces en friche, aux espaces sauvages. Et c'est aussi ça aussi derrière cette guerre contre la friche, aussi cette guerre aussi contre les espaces non gérés et des humains aussi, je pense aussi non gérés. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir au loup, c'est vraiment il faut voir là-dessus, c'est que la Confédération paysanne lutte, donc a déjà organisé une manifestation il y a pas long, je crois il y a 2 ans, je sais plus exactement, contre le retour du loup, donc et aussi pour sa régulation, notamment sa régulation par des tirs. Donc la Confédération paysanne, en fait malheureusement, comme beaucoup d'acteurs du monde rural, même qu'on pourrait penser alternatifs, qu'on pourrait penser engagés pour une petite agriculture paysanne plus proche du vivant, sont contre le retour du loup. Pourquoi justement pour ce côté en fait où c'est avant tout l'homme qui a sa place, c'est avant tout l'homme qui doit gérer les paysages, qui sait bien les gérer, il y a même un argumentaire chez pas mal d'acteurs du monde rural que c'est grâce à l'action de l'homme qu'aujourd'hui on a une riche biodiversité dans les campagnes. Ah bon? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Toutes les statistiques actuelles me montrent qu'au contraire c'est de pire en pire. Mais ils utilisent beaucoup l'argumentaire du bocage par exemple. Mais avant qu'il y ait du bocage, il y avait des forêts en fait, un peu partout en France. Hein. D'ailleurs, c'était majoritairement de la forêt. Et il y avait beaucoup plus de biodiversité qu'il y en a aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment l'idée patrimoniale de la nature, c'est-à-dire l'idée vraiment de l'homme en beau gestionnaire de la nature, en personne qui sait quelles espèces, la manière dont on doit bien gérer la nature, en bon père de famille, presque, ça fait un peu ça quoi. Un peu, ouais, c'est une vision presque, oui, c'est ça, un peu patriarcal aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez symptomatique autour de la friche, l'imaginaire autour de la friche et autour du loup. C'est vraiment ça, c'est le fait que ce sont des choses qui nous échappent, qui sont sauvages, qui ne sont pas forcément utiles, qui sont plutôt dangereuses, ou qui en tout cas vont menacer nos activités, qui servent nos profits. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez problématique. Je vais pouvoir un petit tour, montrer un petit peu la zone boisée. Là, c'est une petite marque qu'on avait creusée il y a quelques années de ça. Donc il y en a du loup officiel qui dit d'ailleurs, il y a un super podcast qui a été fait par France Culture sur l'introduction du loup dans les écosystèmes, qui était hyper intéressant. Il s'appelle Mécanique du vivant, je crois. Ok, d'accord. Bon à savoir. Ok. Oui. Et c'est vrai que la nature, c'est pas se gérer toute seule. C'est clair. Non mais c'est incroyable. Je vous mettrai en ressources après le live. Là, j'ai fait une petite. J'ai prévu de vous passer des ressources. Je pense
peu de temps après le live, je vais mettre en forme de post Instagram. Et il y en a un bouquin qui est très très intéressant pour ça à ce niveau-là, c'est 20 000 ans ou la grande histoire de la nature. Sur une édition une collection que je vous conseille vraiment, qui est vraiment 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 géniale. Qui est la collection. Ah bah déjà j'ai oublié, je vous retrouverai ça. Mais c'est une collection éditée par l'Aspace, qui a été lancée par l'Aspace et qui est donc ce bouquin-là de Stéphane Linou, si je ne me trompe pas, ouais, c'est celui-ci. Est vraiment vraiment incroyable parce qu'en fait il nous montre, avec les dernières recherches qui ont été faites sur l'évolution du vivant en Europe et en France notamment, donc il repart 20 000 ans en arrière et il montre en fait à quoi pouvait ressembler. Il nous montre d'une belle manière, d'ailleurs il écrit très très bien, pouvait ressembler la nature autrefois en fait, et comment elle a pu drastiquement évoluer. Et c'est vrai que tout le monde s'imaginait, dans l'imaginaire aussi, un peu ça aussi par rapport à la friche, c'est l'Europe d'autrefois, un peu impénétrable, avec des forêts sombres, avec ouais, des espaces dangereux, enfin voilà, quelque chose d'un peu, voilà, on est vraiment, on n'est pas bien quoi, on est menacé quoi. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'on le voit dans les forêts des pays de l'Est, qui se rapprochent un peu des forêts qu'on pouvait trouver autrefois en Europe, qui ont été préservées pendant longtemps de l'activité humaine. Il y a plusieurs forêts qui vont de plusieurs milliers d'hectares à plusieurs dizaines de milliers d'hectares dans les pays de l'Est, qui se rapprochent de forêts primaires en fait. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que dans ces forêts-là, on se rend compte en fait qu'il y a énormément de milieux différents. C'est-à-dire en fait qu'on a vraiment tous les milieux représentés. On va avoir des milieux ouverts, des milieux type prairie, avec vraiment une flore plutôt annuelle, pluriannuelle, un peu vivace. On va avoir des endroits qui se referment, donc vraiment avec plutôt des espèces pionnières, ligneuses, donc type prunellier, aubépine, etc. Des espèces pionnières aussi d'arbres et d'arbustes qui vont pousser. Alors ça se passe souvent comme ça quand ça reconquiert un milieu ouvert. La végétation, c'est la dynamique naturelle des milieux. Ça va vraiment être la concurrence pour la lumière, pour les ressources. Donc il va y avoir beaucoup de sujets sur un mètre carré. Ça va être très très dense, impénétrable, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure sur la friche que je vous ai montré. Et donc ça c'est le début. Mais après il y a un auto-élagage qui se fait par la concurrence. Il y a quelques sujets qui arrivent à dominer les autres. Et vous arrivez en fait à la fin, au bout de quelques années, à certaines années, vous arrivez à quelques sujets, quelques arbres et arbustes, surtout arbres, sur un grand périmètre. En fait, il y aura vraiment que très peu de survivants. Mais du coup, faut pas imaginer ça comme imaginons sur 1 hectare, il y a tout qui est représenté. C'est-à-dire que c'est pas dans une forêt mature qui a évolué pendant cette année milliers d'années, donc une friche qui deviendrait une forêt mature. Vous arrivez en fait à une sorte de mosaïque sur 1 hectare de tous les milieux représentés, avec aussi le fait qu'il y a des arbres anciens, arbres morts, qui finissent du coup par mourir sur pied, ou qui finissent par tomber, et qui créent du coup des milieux ouverts à nouveau. C'est-à-dire que vous avez une dynamique constante liée à des perturbations, donc liée à des incendies, à des tempêtes, du broutage, d'animaux herbivores sauvages, à plein de choses en fait qui font que naturellement, il n'y a pas besoin de l'homme, naturellement se créent des milieux ouverts en fait. Et c'est ça qui est assez drôle aussi par rapport justement aux naturalistes que je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup de naturalistes en France, dans une politique, il faut absolument gérer la nature. Alors ça commence à changer petit à petit, mais ça met vraiment du temps. Il y a quelques acteurs dans certains territoires en France qui commencent à mettre en place, des acteurs donc du monde naturaliste, des écologues et autres qui mettent en place des politiques de libre évolution dans certains territoires, mais c'est très rare. Et la plupart des actions environnementales aujourd'hui, la grande majorité, et des acteurs du territoire issus des formations naturalistes sont beaucoup pour une approche encore de gestion. Il faut absolument gérer la nature, on ne peut pas se débrouiller sans nous. Voilà, on a besoin des milieux ouverts, ils sont menacés au niveau de la flore, les orchidées, des espèces, des insectes liés aux prairies, insectes liés aux mares, etc. etc. Donc on est vraiment dans une sorte de fétichisation des espèces de milieux ouverts, et avec pour moi quelque chose qui pose un vrai problème. C'est le problème en fait aussi d'une sorte de vision très étroite et sur un laps de temps très limité de la nature. Comme si en fait on avait du mal à se représenter l'évolution du vivant en dehors de notre échelle humaine. C'est-à-dire de voir en fait que le vivant arrive très bien à évoluer, à s'adapter, ça fait des millions d'années qu'il l'a fait sans nous, et à créer des milieux complexes, très riches en biodiversité.
Et en fait, ça se fait naturellement. Vous laissez une forêt pendant des centaines d'années évoluer. Vous avez naturellement de tous les milieux qui sont représentés. Des espèces de milieux ouverts aussi, au même niveau, quoi. Et là où les naturalistes devraient se battre, ça serait surtout sur la protection des milieux ouverts dans les zones agricoles, c'est-à-dire se battre contre l'agriculture intensive, qui est en train de labourer et de drainer et de détruire encore davantage chaque année, davantage de terrains agricoles qui étaient en prairie permanente, qui étaient en mode fauche annuelle de temps en temps, en mode jachère ou en mode pâturage extensif et qui sont convertis maintenant de plus en plus avec l'industrialisation de l'agriculture, avec la concentration des terres auprès de gros agriculteurs qui sont de plus en plus labourés et détruits. C'est des zones de milieu ouvert où il y avait des espèces intéressantes pour faire de la culture fourragère, pour l'élevage intensif. Enfin bref, c'est là où le combat devrait se mener. En fait, c'est pas contre la guerre contre les friches, contre la fermeture des milieux. C'est la guerre contre ce système productiviste agricole, enfin la chasse. Enfin voilà, c'est. Mais voilà, c'est plus facile de lutter et de se mettre dans la main dans la poche les acteurs institutionnels en parlant des friches, en parlant de la fermeture des milieux, plutôt que de lutter contre le vrai ennemi, en fait, le vrai responsable de la disparition des espèces de milieux ouverts, qui est du coup la culture intensive, quoi. Voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment un gros problème. Alors, attends, je remonte le fil parce que j'ai pas mal parlé. Donc Solène, on voit bien qu'il est coulé, tous ces endroits de passage des animaux sauvages. Oui, carrément. Ouais, là, c'est vraiment une belle zone. Je vous la montre un peu en large plan. Donc là, c'est en bas de la ferme. En bas de la ferme, donc c'est un terrain aussi que j'ai, qui est en mode, du coup, il y a une fauche annuelle. C'est une zone assez nitrophile, hein. Nitrophile dans le sens où il y a beaucoup de nitrates parce qu'en fait, il y a des coulées, il y a des inondations de la rivière. Liées en plus qui sont accentuées par les barrages justement créés par les arbres morts qui sont tombés dans la coulée. Donc on a vraiment par contre pour le coup une prairie qui est pas très riche en biodiversité, mais c'est pas grave, hein, c'est partie des milieux, enfin des différents milieux qu'on peut avoir. Un milieu nitrophile aussi, c'est un milieu comme un autre. Et mais par contre c'est une zone qui est magnifique. Voilà, donc il y a une biomasse très importante produite chaque année. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de passages aussi donc de cervidés sur la ferme, des sangliers. On a des blaireaux, on a les renards, puis on a tous les pics représentés parce qu'on a beaucoup d'arbres anciens en fait sur la ferme. Donc beaucoup de pics, quasiment tous les pics, hein. On a pic noir, le pic de pêche, le pic de pêchette, etc. On a des chouettes, il y a que la chouette sauvage qu'on n'a pas, je crois, qu'on n'a pas recensé. Mais voilà, en tout cas, c'est une zone, on a la chance d'avoir ça, c'est une zone qui a été assez préservée en libre évolution, à certains endroits en tout cas. Donc moi sur ma ferme, là, je suis vraiment voilà, sur plusieurs terrains que j'ai, petit à petit, en fait, il y a des zones où je laisse en libre évolution, c'est-à-dire qu'il y a des haies par exemple, que je vais laisser s'agrandir, en fait, je vais laisser agrandir des haies. Ou alors comme ces zones-là ici, vous voyez, je vais laisser les arbres en fait évoluer naturellement, je vais pas exploiter le bois et je vais pas aller au bord de la rivière euh, pour, euh, pour couper le bois, entretenir la zone, quoi. Voilà. Donc il y en a qui vont dire que c'est pas propre, il y en a qui vont dire que c'est mal géré, que c'est chaotique, mais c'est vivant, quoi. Et en fait, il y a plein d'espèces qui sont présentes et c'est magnifique et c'est un plaisir de s'y balader. Et c'est juste, en fait, c'est un changement de regard, en fait, vraiment, quoi. C'est vraiment un changement de regard. Coucou Méné, du coup, et puis ouais, plein de bisous aussi, en tout cas. Bah, du coup, donc voilà, c'est un changement de regard qui est difficile pour pas mal de monde à avoir sur le vivant. Mais bah là, on voit un barrage ici, par du bois mort qui s'est accumulé. Enfin, la chute d'un arbre à l'origine. Vous voyez, on voit ça. D'ailleurs, c'est juste excellent. Enfin, c'est juste génial le son de l'eau que ça fait. Donc voilà, donc là, en tout cas, la friche elle symbolise énormément de choses pour moi à ce niveau-là. Et c'est quelque chose dont il faut qu'on s'empare au niveau du territoire parce qu'en fait, vous avez sûrement dans votre commune, dans votre quartier, en tout cas autour de chez vous, vous avez forcément une friche. Et je pense que c'est pour moi aussi l'occasion de parler des friches des villes, des friches urbaines, qui sont aujourd'hui connues comme étant les zones les plus riches en biodiversité dans les villes. C'est d'ailleurs grâce aux friches urbaines, c'est des terrains qui ont été laissés à l'abandon. Par exemple, je sais pas, on a détruit un immeuble et on l'a laissé tel quel, ou alors une zone industrielle ancienne qui a été désertée. Bref, c'est des terrains souvent pauvres, mais bizarrement en écologie, alors c'est assez contre-intuitif, mais les sols pauvres
donnent des prairies riches en biodiversité. Donc là, la preuve ici, c'est très profil et en fait, vous n'avez pas beaucoup de biodiversité au niveau de la prairie, au niveau floral. Du coup, des zones, donc c'est des zones en fait qui sont très riches en biodiversité florale, ces zones de friche urbaine. Et c'est là où vous aurez un peu de chance de trouver en ville un peu de vie sauvage, la vraie vie sauvage. Et c'est d'ailleurs été montré que s'il y a énormément plus d'espèces que dans les parcs où on a souvent l'habitude de se promener, c'est dans ces zones plutôt sauvages, plutôt pas propres, plutôt un peu bordéliques, qu'en fait on va retrouver la grande majorité de la biodiversité qu'on peut trouver en ville. Alors attention, hein, c'est la biodiversité qu'on trouve en ville, ce ne sera jamais la biodiversité qu'on trouve en campagne. La ville est intrinsèquement anti-écologique par essence. Enfin, voilà. On retrouve en général que 20% de la biodiversité des campagnes en ville. Voilà. Mais quand même, il y en a, et le peu qu'il y a, on pourra réellement le trouver dans des friches urbaines. Et aujourd'hui, avec les politiques de densification urbaine, c'est-à-dire que soi-disant, on va lutter donc contre ce qu'ils appellent les dents creuses, ça n'a aucun sens d'appeler ça comme ça. Ils parlent du coup de lutter contre en fait l'étalement urbain. Voilà, c'est la nouvelle politique actuellement, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Donc ils disent on va arrêter de miter la campagne, on va limiter l'urbanisation aux zones déjà habitées en densifiant l'habitation. C'est-à-dire que toutes les zones un peu, les terrains vagues, les friches industrielles, les friches urbaines, les prairies qui pouvaient être isolées dans un quartier, mais qui n'étaient pas qui n'étaient pas urbanisées, on veut les urbaniser parce qu'on se dit comme ça au moins on va densifier. Voilà, je passais dans une zone là, je voulais traverser, mais j'arrivais plus loin. Je suis en chaussures, j'ai pas pris mes bottes. Et du coup, on est en train de détruire les derniers îlots de biodiversité qu'on pouvait trouver en fait dans les villes. Les seuls endroits un peu de vie sauvage, de refuge pour la biodiversité, sont en train d'être éliminés pour des politiques. Attendez, je vais faire un petit saut, alors la vidéo risque de sauter. J'arrive. Hop, c'est bon, je suis passé. On est en train du coup d'éliminer les derniers refuges de vie sauvage à l'intérieur des villes en fait. C'est une politique complètement absurde qui en plus est, enfin même au niveau aussi, je pense aussi de la psychologie humaine, va poser sûrement aussi des gros problèmes parce que ce sont des zones de refuge pour pas mal de monde, notamment des jeunes qui ont besoin d'espaces extérieurs pour pouvoir se retrouver. Ça a été prouvé par des études de géographie urbanistes que ces friches urbaines étaient le lieu de rendez-vous de pas mal de monde, en fait, des marginaux, des gens qu'on dit soi-disant atypiques, on dit hors cadre, rebelles, etc. Mais voilà. Et du coup, c'est des zones aussi de sociabilisation, des zones où c'est pas géré, c'est pas surveillé par la police, et c'est des zones justement où on a besoin. Donc les friches urbaines sont aussi des zones importantes à ce niveau-là, au niveau aussi de la socialisation hors, on va dire, hors cadre, hors contrôle, hors domination des sociétés, des villes, de l'État et autres. Donc on a besoin de sauvegarder ces friches, et donc vous avez aussi possibilité dans vos quartiers, si vous êtes en ville, de sauvegarder les friches qui sont près de chez vous. Renseignez-vous là-dessus, et du coup, en vous constituant dans l'association ou en collectif, vous pouvez faire pression sur la mairie de votre quartier ou votre ville pour sauvegarder les friches qui sont présentes. Et il y en a plusieurs collectifs comme ça qui, en France, se sont battus pour préserver des friches. On a d'ailleurs aussi fait des jardins à l'intérieur de ces friches-là. Et du coup, renseignez-vous sur ça. C'est très important et c'est un combat important à mener si vous voulez qu'il reste un peu encore de nature en ville, en tout cas de nature non aménagée, de nature réellement sauvage et en tout cas qui est riche au niveau du vivant, quoi. C'est très important, quoi. Donc voilà, il n'y a pas que en campagne, hein, il y a un combat à mener sur la préservation des friches, la préservation des espaces sauvages en libre évolution. C'est vraiment important de lutter partout où on est, quoi. Et oui, je vois Solène, ouais, c'est pas net, comme diraient les gens de la chambre de la vie. Ouais, c'est clair, c'est pas net. Voilà, tu peux voir le bordel. Hein, c'est même il y a l'agroforesterie, il y a plein de plantes qui poussent en hauteur. C'est pas tendu, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas propre. Mais du coup, non, c'est sûr que ce rapport aussi à cette vision de la propreté, c'est souvent assez hallucinant, ça aussi. Alors en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? On approche bientôt de la fin du live. Est-ce
qu'il y a des questions avant, du coup, et puis je vais vous montrer des bouquins aussi avec la bibliothèque de l'assaut. Les petits bouquins là, on va en profiter, c'est plus sympa en visuel en plus. Allez, je retourne vite fait comme ça la vidéo. Voilà, alors, est-ce qu'il y a quelques questions avant la fin sur les friches? Avant de finir le live, n'hésitez pas. Ouais, tant mieux de la vie, c'est clair, oui, complètement, c'est comme ça qu'il y a du vivant. C'est que plus il y a du chaos, plus c'est vivant. Donc, alors, ouais, qu'est-ce que je vous donner comme bouquin? N'hésitez pas s'il y a des questions. Et du coup, alors un bouquin que je pourrais vous montrer qui serait bien intéressant sur les friches. Il y en a pas mal là qui sont ici. Tac, 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 tac. Alors oui, il y a ce bouquin-là qui est vraiment génial. Je vais vous le montrer. Ah bah non, faut que je change de... Hop, voilà. L'Europe réensauvagée vers un nouveau monde, de Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet. Donc la collection, voilà, c'est la collection que j'avais pas trouvée tout à l'heure, c'est la collection Monde Sauvage, donc aux éditions Actes Sud. Voilà, du coup, c'est une collection que je vous recommande vivement. Elle est magnifique. Il y a vraiment des beaux ouvrages dans cette collection-là. Et ce bouquin-là est vraiment, vraiment, vraiment top. Il étudie plein de cas de gestion en non-gestion, justement, c'est-à-dire de gestion du territoire en mode plutôt libre évolution. Euh, Benjamin Punk, ouais, oui, oui, il y est là. Attends, bah ça, il est là. Hop, le grand traité du jardin punk d'Éric Lenoir. Voilà. Celui-là, il est vraiment pas mal aussi. C'est une vision. Alors, ça se rapproche en plus truc encore de la version de Gilles Clément. La manière, enfin, c'est du paysagisme en fait, mais qui est plutôt à essayer de gérer plutôt l'évolution naturelle des écosystèmes, de ne pas aller contre en fait. Et d'ailleurs, ils s'y retrouvent, hein, les paysagistes qui mettent ça en place parce que ils ont beaucoup de boulot et les gens aussi qui suivent ces trucs-là. Et puis d'ailleurs, bah, énormément de vivants, quoi, énormément de vie sauvage qui se développe. Donc, ah non, c'est vraiment génial. Alors, je regarde vite fait, parce que plein de bouquins, mais c'est difficile, j'aurais dû faire la sélection avant. Des bouquins. Mais moi, de toute façon, je vous les passerai auxquels je pense qu'ils peuvent être vraiment intéressants, je vous les passerai de toute façon en ressources après le live. Ce sera plus simple. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais bientôt arrêter. N'hésitez pas d'ailleurs aussi avant à me faire vos retours, parce que comme c'est la première fois que je fais un type de live, n'hésitez pas à me dire si ça a à peu près été, s'il y a des choses qui a amélioré, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP. Euh, et voilà, enfin, n'hésitez pas quoi, à me faire vos retours, ça me permettra de m'améliorer pour la prochaine fois, de mieux transmettre, de mieux partager enfin, les notions importantes liées au vivant. Donc, faut pas hésiter à me dire, à me faire vos retours. Voilà, avec plaisir. Et, ah oui, oui, on revient à ça dans le paysagisme, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et ça fait plaisir à voir. Au moins, c'est marrant, mais c'est dans le monde du paysagisme que ça change le plus. Alors que le monde paysan, c'est encore bien dur au niveau de la culture liée au monde sauvage. Il y a beaucoup plus de freins, quoi. Alors que dans le monde paysager, là, ça change très vite. Dans le monde du paysagisme, ça change très très vite. Même dans le monde aussi tailleur des élagueurs aussi. Il y a vraiment une approche de l'arbre là, qui va dans l'approche à la Francis Allais, euh, liée autour de l'architecture des arbres, leur compression de la physiologie, on va maltraiter les arbres. Voilà, c'est vrai que ça bouge. Dans certains milieux, heureusement, ça bouge. Mais ce qui me navre, c'est que dans le milieu de la paysannerie, ça a vraiment du mal à bouger, quoi. À ce niveau-là, au niveau de la vision du vivant, c'est très, très dur. Ouais, mais voilà. Mais en tout cas, bah, merci Solène pour le retour. Ouais, c'est sympa. Bah, et en tout cas, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on va se quitter là. Et puis, parfait. En plus, ça dure 1 heure comme prévu. Donc, super. Et je le remets en mode. Désolé, des fois, le téléphone a bougé beaucoup. Donc, je sais pas si ça va être très utilisable comme vidéo. Parce que j'ai pas pensé forcément à stabiliser mon téléphone tout le temps. Mais en tout cas, voilà, je vais rentrer en remettrai de toute façon en version enregistrée. Enfin, en version. Voilà, je le remettrai. Voilà. Bref, ouais, je pense que c'est bien que ce soit la fin là. Mais bah, merci en tout cas et puis bah, à très vite hein, pour un prochain live. J'ai plusieurs idées de thèmes là et puis il y a les questions aussi liées au concours que j'avais lancé là, que j'ai lancé du coup qui se finit d'ailleurs dans une semaine. Je concours là. Donc je vais voilà du coup je vous partagerai
J'en ferai d'autres lives, je pense, une fois par mois. En tout cas, je vais essayer de faire ça sur des thèmes différents à chaque fois. Et, euh, et puis derrière, n'hésitez pas à me proposer d'ailleurs aussi faire des propositions enfin, de live, des choses, des thèmes qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez voir à traiter. N'hésitez pas aussi. Et, euh, et puis, qu'est-ce que je veux dire? Bah, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, bah, si vous voulez venir sur la ferme aussi, n'hésitez pas. Il y a des formations que j'anime à prix libre et conscient. Des visites aussi de la ferme. Et puis voilà, de toute façon, en tous les cas, même en dehors de ça, vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà. En tout cas, il y a toutes les infos sur le site permabocage.fr. Voilà, le site permabocage.fr. Puis sinon, bah, sur les réseaux sociaux, notamment dans le compte Instagram. Voilà. Bah, à très vite, du coup, et belle fin de journée à vous toutes et tous. Vous toutes et tous. Et, euh, et voilà. Merci encore. À bientôt. Merci pour vos retours. Je sais pas comment on fait pour cette somme.